Bon après-midi, vous tous. Eric Ning au micro. Bienvenue à notre 93e JCA Business Forum. À la jeune chambre interchambre pour lui, vous souhaite la bienvenue. C'est notre deuxième forum de l'année. Et cette année, nos business forums sont parrainés par le groupe Swan. Vous pouvez ne pas le manquer en tout cas. Donc, très en vue dans cette salle. Et je salue un petit peu les membres de la Jeune Chambre. Nous avons le directeur des affaires business à la Jeune Chambre, Hamid 5. Et nous avons aussi Gilbert Pévin qui agit comme président en ce moment, en l'absence de la présidente Priti Padarot. Donc, ce 93e forum est axé sur les services financiers. Et évidemment, comme toujours, nous faisons nos débats par rapport à l'actualité. Donc, vous savez, vous suivez l'actualité. Elle a été très riche ces derniers mois par rapport aux produits d'investissement, par rapport à ce qui se passe un petit peu sur les dépôts des gens, des gens qui placent leur argent un petit peu de manière très risquée, sans savoir un petit peu où va l'argent. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de faire ce forum un petit peu en vue de sensibiliser les Mauriciens sur les services financiers, de démythifier même un petit peu les services financiers, et parce que nous consommons des services financiers, nous ne consommons pas seulement des biens, des marchandises, mais nous consommons aussi des services parce que nous achetons des services, et parmi lesquels les services financiers. C'est quoi un service financier? Quand vous mettez un dépôt, quand vous prenez un prêt, quand vous achetez un produit d'investissement, quand vous faites un contrat d'assurance, quand vous empruntez, vous êtes des consommateurs de services financiers. Évidemment, ces placements ont chacun un rapport entre risque et rendement, risk return. On dit selon la théorie que plus vous prenez de risques, plus vous avez plus de chances d'avoir un rendement. Mais il y a aussi des risques qui n'ont pas de rendement. Donc chaque placement a un rendement et chaque produit d'investissement ou chaque produit financier a ses propres particularités. Et évidemment, les services on dit que les services sont intangibles, sont des biens intangibles. On ne peut pas les toucher. C'est un petit peu plus difficile, si vous voulez, c'est un petit peu plus difficile la supervision des services financiers par rapport à un produit qu'on peut toucher, qu'on peut manier. Et à Maurice, on a des associations des consommateurs, on les entend, ils sont très bruyants dans la presse, mais on a ces associations défendent essentiellement des produits, des biens, qui affectent le consommateur en général, des produits alimentaires. On a même une agence ici, Maurice Standard Bureau, qui a des normes, donc les commerçants doivent respecter certaines normes. Mais moi parlant, je ne crois pas que nous ayons une association de consommateurs des services financiers, proprement dit. Et donc, ce qui fait que le consommateur des services financiers, l'épargnant, l'investisseur que vous êtes, se retrouve un petit peu démuni lorsqu'il a un problème avec un service provider. Et dans ce cas, il doit tourner vers les régulateurs pour faire une complainte. Et le régulateur suprême ici à Maurice des services financiers, c'est la Financial Services Commission. Et en ce qui concerne les services bancaires, qui est aussi un service financier, c'est la Banque de Maurice. Et vous avez deux agences qui supervisent le secteur des services financiers. Donc, le consommateur des services financiers, c'est quelqu'un qui est un petit peu tout seul, qui n'a pas une association, un lobby
pour parler en sa faveur, en son nom, et d'autre part, il n'est pas vraiment assez sensibilisé au niveau de ce secteur. Donc, il n'y a pas assez vraiment un awareness de la société civile, mais je crois qu'il y a quand même des programmes qui se font pour essayer, tant soit peu, de sensibiliser les gens autour de la question des produits financiers, des produits d'investissement. Autre point dans le secteur des services financiers, c'est que les gens qui placent leur argent, notre ami Pierre Dinard vient là, donc merci d'être parmi nous, ok? Pierre Dinard a écrit un article dans le week-end, donc il était très intéressé par tout ce qui passe actuellement dans les services financiers. Donc les gens n'ont pas, je disais que les gens n'ont pas vraiment une culture de se tourner vers professionnels indépendants pour demander des conseils en termes de placement. Quand on est malade, on va vers un médecin. Quand on a un problème judiciaire, on va vers un avocat et on amène avec soi son chéquier, sachant qu'on doit payer. Mais quand on veut faire un placement, on ne se tourne pas vers un conseiller financier ou un économiste, sauf peut-être si on croit qu'on aura un service gratuit. Donc c'est ça un petit peu le problème à Maurice. Vu qu'on cherche toujours à avoir un service professionnel gratuit, donc on préfère ne pas se tourner vers un conseiller indépendant, vers un professionnel qui peut vous indiquer comment investir en toute connaissance de cause dans des produits financiers, des produits d'investissement. Et puis, il est vrai que la société évolue, la mentalité s'évolue, et peut-être qu'aujourd'hui, les gens veulent gagner de l'argent rapidement, veulent gagner beaucoup et rapidement. Certains mettent ça sur le son de la cupidité, mais en général, on veut gagner, surtout dans un contexte où c'est vrai que les placements en banque sont relativement peu élevés, donc on veut gagner de l'argent rapidement et facilement. Et certains, évidemment, parfois, ont de l'argent qu'ils ne peuvent pas placer en banque parce qu'ils ne peuvent pas justifier leur provenance. Donc, voilà un petit peu le contexte, la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui à Maurice. Et maintenant, ça c'est le côté de la demande des consommateurs. Qu'en est-il du côté de ceux des providers, comme on dit, du côté de l'offre? Donc, vous avez des institutions, des compagnies, des sociétés qui sont réglementées, qui ont des permis pour faire du business dans ce secteur. Et lorsque vous allez investir dans quelque chose, vous recevez un contrat. Et nous savons tous que souvent ces contrats sont imprimés en caractère très petit, in fine print comme on dit, et on ne se soucie pas pour lire ce qu'il y a dans ce contrat. Ce n'est qu'après, lorsqu'il y a un problème, qu'on va essayer de voir de quoi il s'agit. Et donc, ça aussi, c'est un problème. C'est l'impression des contrats d'assurance ou d'investissement qui sont imprimés et qui sont en très petit caractère. Alors, en quoi la loi, puisque nous sommes dans un état de droit, en quoi la loi protège-t-elle les investisseurs, les consommateurs des services financiers? Il y a évidemment un cadre réglementaire, nous n'évoluons pas dans un vacuum, dans un vide. En quoi la loi protège-t-elle les investisseurs? C'est ce que nous allons savoir. Et oui, donc c'est pourquoi nous avons titré le thème de cet après-midi, c'est consommateurs de services financiers, les droits et devoirs. Vous avez des droits, certainement, mais en contrepartie, vous avez aussi des devoirs. Vous avez aussi, en tant qu'investisseur, en tant que consommateur, une responsabilité individuelle à assumer. Alors, quels sont ces devoirs-là? Et c'est un petit peu ce que nous allons voir aujourd'hui autour de cette table. Et nous avons plaisir d'accueillir Claire Etahan, qui est le Chief Executive de la Financial Services Commission,
Donc, elle n'est pas étrangère à la jeune chambre parce qu'elle est sénatrice à la jeune chambre pour lui, jeune chambre pour lui. On peut dire qu'elle ne joue pas Ewe, hein, elle joue Home. Hein, donc, c'est pourquoi elle a bienveillamment accepté d'être parmi nous cet après-midi, hein, pour éclaircir un petit peu ce qui se passe actuellement. Et puis, nous avons Madame Namoutou, qui est manager Legal and Compliance du groupe Swan. Donc, il est chez le groupe Swan pendant plus de 18 ans. Donc, c'est un domaine dans lequel il excelle parfaitement. Et en troisième, nous avons Sharona Ramboukas. Vous sans doute de la connaître, fund manager chez iPro Fund Management, dans une société d'investissement. Donc, elle axera son intervention beaucoup plus sur les responsabilités, sur les devoirs des investisseurs. Voilà. Donc, comme toujours, chacun dans ces trois intervenants fera une intervention de quelques 20 minutes, et puis nous passerons à la partie questions-réponses. Ok, donc je passe la parole à Claretta Hunt, exécutive de la FSI. Merci Eric. Bon après-midi à tout le monde. Quoique Eric dise je suis home, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu en fonction de la jeune chambre. Et j'apprécie que Eric parle de moi comme toujours quelqu'un qui est encore connu à la jeune chambre. Je crois aussi votre intérêt, c'est d'entendre le Chief Executive de la Financial Services Commission. Comme je disais ce matin, j'avais une autre session. À une certaine époque, les gens ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était la Financial Services Commission. On a l'habitude de rire parce que le plus famous de FSC, c'était le Farmers Services Corporation. Mais je peux dire qu'à partir de 2013, c'est la Financial Services Commission qui a pris le devant. Peut-être pour pas des bonnes raisons, mais je crois que les consommateurs en ce moment ont compris qu'ils ont des droits, et aussi, j'espère, peut-être énumérer un peu les devoirs des consommateurs à ce qu'on a comme service financier. Je vais essayer d'être, si vous voulez, assez bref pour expliquer dans quel contexte je parle des droits et des responsabilités des consommateurs. En premier lieu, je vais parler du cadre légal qui est celui plus de la FSC, la Financial Services Commission, qui est le régulateur, comme Eric a mentionné, des services financiers non bancaires. Et comme il a mentionné, celui de services financiers bancaires, c'est la Banque de Maurice. Donc je ne parlerai pas au nom de la Banque de Maurice, je me contenterai seulement de parler de la FSC, des services comme les marchés de valeurs mobilières, ce qu'on appelle les securities, la bourse, les fonds, et aussi les stockbrokers, comme on l'appelait, ou investment dealers. Il y a de l'autre côté les assurances. Pour nous, à une certaine époque, on pensait que les consommateurs étaient beaucoup plus intéressés, et je crois aussi que c'est quelque chose qui est beaucoup plus populaire. Les assurances, là-dessus, je peux parler des compagnies d'assurance, que ce soit ceux qui offrent le long terme, le General Insurance, que ce soit les Insurance Agents et les Insurance Salespersons. Quand on compte le nombre de personnes qu'il y a dans les assurances, on a à peu près 2000 personnes qui sont regulated ou enregistrées à la Financial Services Commission. Il y a aussi le tout nouveau, ce sont les fonds de pension privés. Déjà, je peux vous dire qu'il y a déjà 500 qui étaient auparavant au Registrar Association, qu'on a trouvé que le cadre régulatrice, les fonctions que la FSC est en train de mener, que ce soit au niveau international ou local, et de par la compétence de la FSC, on a donné les regulations des fonds de pension à la FSC. Et le tout dernier, qui est peut-être le plus gros, mais qui est moins connu des membres du public, c'est le Global Business. Dans le Global Business, nous avons environ 160 management companies, dans les environs de 9000 Global Business Companies qui détiennent un GBL1 license, et environ 14 000 qui détiennent un GBL2 license.
ce qui vous amène à environ 30 000 licenses. Pourquoi je mentionne tous ces chiffres? Parce que quand on regarde bien souvent les services financiers, on a tendance, bon, je crois que c'est à juste mesure, que si vous voulez faire du business, le premier, c'est que vous essayez d'avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas faire du business avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas confiance. Donc, la confiance prime. On ne va pas commencer en se disant que tous les opérateurs sont des crooks, ben, sinon, on ne va pas faire du business. Donc, en premier lieu, ce que nous, ou bien le cadre légal, mettent, il y a tous ces opérateurs qui viennent demander un permis. Il y a le premier cas que le cadre régulateur demande, qui sont les fit and proper persons. Quand on dit fit and proper person, il y a plusieurs choses qu'on regarde. Par exemple, ils n'ont pas de casier judiciaire, ils ont les compétences voulues pour faire le travail voulu. Si vous allez faire, disons, plus investment advisor, vous devez avoir l'expérience de connaître qu'est-ce que c'est que les services financiers. Vous allez pouvoir dire qu'est-ce quelle est la différence entre un securities ou des shares à la bourse ou quelque chose qui est plus dans un fonds, que ce soit closed-end funds ou ce qu'on appelle les open ou collective investment schemes. Ce sont des termes techniques, mais simplement pour dire que ça, c'est les critères qu'on commence, les paramètres qu'on commence à mettre en place pour que vous puissiez vous enregistrer. Il y a une autre chose aussi qui est importante, mais que bien souvent on ne pense pas, c'est que tous ces opérateurs, on leur demande aussi d'où provient leur argent et comment ils espèrent gagner de l'argent, que ce soit pour eux ou ceux qui vont investir avec eux. Là-dessus, ce qui est demandé, c'est un plan, un feasibility study, un plan. Et c'est là que bien souvent vous allez entendre la Financial Services Commission mentionne que le regulator à Maurice est business friendly. Business friendly, pas veut dire, bon, parce que je suis copain, ami. Le business friendly veut dire qu'on connaît le business. Et le plan crucial, c'est en regardant ce plan, c'est dire, est-ce que c'est crédible, est-ce que c'est faisable? Il y a aussi le fait que la Financial Services Commission ne va pas dire qu'ils connaissent toutes les choses. Il y a des experts, il y a des professionnels qui vont donner des conseils à ces opérateurs pour démontrer que leur plan est faisable. Donc là, c'est le premier qu'on demande, c'est qu'ils deviennent un registered ou un licensed operator. Dans le deuxième cas, quand on regarde maintenant le côté services financiers, ça c'est écrit plus ou moins dans le cadre de GATT, on parle d'un contrat. Un contrat entre celui qui va vendre, le operator, et le consommateur, celui qui va acheter ce produit. Ce produit ou service, vous pouvez l'appeler comme vous. Il y a aussi dans le fait, quand on regarde ce contrat, en premier lieu, c'est un contrat entre deux personnes. Quand c'est à titre privé, c'est là que moi j'ai vu pas mal de contrats. Il se pourrait que j'ai un contrat avec, je ne vais pas dire mon frère ou ma soeur, je vais dire avec un cousin, parce que j'ai besoin d'un prêt. Ça c'est à titre privé. Et là-dessus, vous n'allez pas avoir que le service financier va vous demander, est-ce que je veux regarder les termes de ton contrat, est-ce que c'est acceptable ou pas. Mais par contre, dès que l'opérateur prend ce même type de contrat et va l'offrir à plusieurs personnes, qui va faire du business avec ce contrat, le régulateur a un rôle à jouer. C'est là-dessus, en analysant ces contrats, que nous, on va dire, est-ce que c'est déjà compris dans votre business plan? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas, disons, d'une certaine façon, un certain abus de pouvoir? Est-ce qu'il y a suffisamment de safeguards? Et comme on est en train de parler du côté investissement, on va dire, quand on le regarde, dès que vous regardez ce contrat, vous allez dire, après une année, je suis sûr que cette personne va perdre le capital qu'il a investi. Là-dessus, ce type de contrat, ce type de business, on va le rejeter carrément, on va le dire, ça ne va pas sustain, si vous voulez, et on ne va pas leur donner le permis. Le
troisième point que je voudrais mentionner, c'est les droits et obligations. Là-dessus, ce qu'on nous, on regarde, bien souvent les opérateurs, c'est ainsi dans la loi, parce qu'on leur délivre un permis, un license to operate, ils auront un certain avantage sur d'autres personnes qui n'ont pas ce license. Ils ont aussi plus de connaissances. Et c'est là que le régulateur, lui, et c'est mis, pas seulement dans notre loi à Maurice, mais c'est à tous les niveaux, les normes internationales disent que le régulateur doit protéger le consommateur. Il doit protéger le consommateur, pas au détriment de l'opérateur. Il doit protéger le consommateur afin que le marché, parce que tout ça, je vous dis, moi, penser de contrat, afin que le marché soit le plus efficace possible et que ça aussi c'est fait dans la transparence. Et c'est ainsi qu'on va regarder le contrat, on va s'assurer que toutes les informations, Eric a mentionné les fine prints, c'est vrai, parce qu'il y a tellement, c'est tellement complexe, il y a tellement de choses à dire que ça devient en petit caractère. Mais le consommateur a le droit de dire, bon, voilà, je ne peux même pas lire, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat? Là-dessus, si il veut prendre son temps, le consommateur veut prendre son temps afin d'étudier le contrat, c'est à l'opérateur de lui fournir ce contrat et qu'il puisse prendre tout son temps qu'il veut. Et c'est cela qu'on n'a pas vu tellement dans ce qui s'est passé à Maurice. On a tendance à ne pas vouloir vraiment lire. Si quelqu'un peut lire pour nous et nous explique brièvement, on accepte. Mais du côté du régulateur, nous on dit quand vous regardez un contrat, c'est beaucoup plus important de regarder quels sont vos droits dans ce contrat, quels seront vos devoirs. Par exemple, dans les contrats d'assurance, votre droit, c'est que si vous êtes assuré contre tel risque, que l'assureur va vous payer au cas où the event occurs. Mais quel est votre devoir? Votre devoir, c'est de payer vos prix, et votre devoir aussi, c'est d'avoir dit toute la vérité, toutes les informations requises à l'assureur. Ça, on l'oublie. Mais si vous avez un contrat où on vous dit, ah, il ne faut pas copier, il ne faut pas montrer aux autres, ben, vous savez qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose qui n'est pas aux normes qu'on peut espérer d'un contrat des services financiers ici à Maurice. Et c'est là-dessus que je crois que beaucoup de personnes ont fauté. Maintenant, ce qui est aussi écrit au niveau de la loi et ce que nous on regarde en tant que régulateur, c'est que vous avez des droits et des devoirs, des responsabilités avant la signature du contrat, pendant le contrat et même après. Quand je parle de avant, l'opérateur, celui qui va fournir, que ce soit l'assureur ou que c'est le stockbroking company ou investment advisor, il doit donner toutes les informations possibles pour que l'investisseur puisse prendre une décision. Si la personne croit qu'il n'a pas eu suffisamment d'informations, il a le droit de demander avant de signer le contrat. Maintenant, quand on arrive pendant, moi je trouve que de ce côté, il y a le côté devoir de l'opérateur. Ils savent qu'il doit donner des statements, il doit rendre compte qu'est-ce qui se passe, quelle est la performance de, si vous voulez, quand on parle des actions à la bourse, quelle est la performance de la compagnie. Il doit donner des statements sur son portfolio, quelle est la valeur. Mais le consommateur a aussi un devoir de lire ces statements. On a fait un petit sondage pour voir combien de personnes lisaient ces interim reports ou bien les statements. Par exemple, chez moi, vous avez vu dans les journaux, hein, les compagnies qui sont cotées en bourse ou ce qu'on appelle les reporting issuers, ils mettent des interim reports. Quand vous allez regarder combien de reporting issuers il y a à Maurice, combien ça coûte une page, ils doivent le mettre dans 2 journaux, c'est quelque chose qui tourne environ de 30 à 40 millions
de chiffre d'affaires par an. Et ça, ils l'assument parce que s'ils ne le font pas, ils auront un reminder ou bien ils auront même quelquefois des warnings avec la FSI pour dire qu'ils n'ont pas communiqué. Ils n'ont pas donné les informations requises. Mais quand nous on a vu, c'est très peu de personnes, surtout les petits investisseurs qui vont lire ces contrats, qui vont lire qu'est-ce qu'il y a eu dans les rapports. Ça c'est le côté pendant. Maintenant le côté après. Comme tout contrat, vous avez le droit de cesser, de cancel le contrat. Mais c'est là que bien souvent le problème arrive parce qu'on n'a pas lu, on trouve qu'il y a des pépins. Et même là aussi, si vous n'êtes pas d'accord, c'est là que la FSI peut intervenir au cas où vous ne pouvez pas tomber en accord avec celui qui a fourni certaines informations. Mais comme je vous ai dit, dans le système, si on va regarder 30 000, je sais, il n'y a pas 30 000 personnes qui auront des désaccords. Donc on a mis un système en place que je trouve que de par le monde, tout le monde est en train de voir que c'est un système qui marche, et ça on l'a fait dans les compagnies d'assurance. En premier lieu, ça paraît assez logique. Vous avez un désaccord avec celui qui vous a vendu cette police d'assurance, vous allez le voir. Vous ne trouvez pas la réponse. Vous pouvez toujours écrire à la compagnie d'assurance pour lui dire, voilà, j'ai tel grief, est-ce que vous ne pouvez pas résoudre le problème en lui donnant toutes les informations. Là aussi, vous n'êtes pas satisfait. C'est pour protéger le consommateur, il a le droit maintenant de voir ce qu'on appelle un complaint coordinator. Il y a une separation of duties de cette personne. Le complaint coordinator, c'est quelqu'un d'autre, et le claim, celui qui est en train de payer le claim, c'est deux personnes différentes. Là, vous allez voir ce complaint coordinator, vous allez exposer votre cas, et il a 3 jours pour vous répondre, pour dire qu'il a bien reçu votre complaint, et 30 jours pour vous donner quelques résultats. Il pourra vous écrire pour vous dire il va prendre beaucoup plus de temps. Maintenant, vous n'êtes pas satisfait de cela. Vous pouvez toujours venir à la FSI. C'est ainsi pour vous donner un autre sauvegarde, mais nous, ce qu'on va faire, on va pas dire que vous avez fait un mauvais deal, parce que nous, on ne doit pas regarder si le deal était bon ou pas. Ce que nous, on doit voir, est-ce que ce contrat est d'après les normes, d'après la loi, est-ce que vous avez eu toutes les opportunités possibles de s'assurer que vos droits n'ont pas été lésés. Mais si vous trouvez que la FSI n'a pas fait son travail convenablement, vous n'êtes toujours pas d'accord, comme toute chose à Maurice, vous pouvez toujours aller en cours. Maintenant, qu'est-ce qui arrive en cours si vous voulez avoir un avocat? Je ne vais pas entrer dans les débats parce que bien souvent vous allez voir dans tous les rapports, on dit que ça coûte cher d'avoir recours à la justice. Et pour certaines personnes, ça paraît que ça ne coûte pas tellement cher. Mais moi, quand je fais les calculs, pour bien souvent, c'est pourquoi à la FSI, on a mis, les personnes vont trouver les complaints unit, les communications unit, c'est simplement pour regarder les doléances de tous les consommateurs. On a aussi l'impression, quelquefois, les regulated entities, que ce soit les compagnies d'assurance ou même les autres compagnies, ils nous disent que we are over-regulated. Parce que toujours, on a cette attitude, on leur dit, notre primary objective, pour nous, au niveau des assureurs, on leur dit, c'est les policy holders qui passent en premier. Mais quand on est en train de regarder les droits des policy holders, on ne peut pas prendre une décision qui va mettre en péril la compagnie d'assurance. Parce que vous devez savoir que peut-être ils ont 10, 15 000 de policy holders et il faut s'assurer qu'ils puissent continuer leurs opérations. Donc, cette juste mesure, il y a toute une technique, il y a toutes des lois, des règles qui sont mises, par exemple au niveau des assurances, le capital requirements, le solvency test, pour s'assurer que quand on prend une certaine décision, c'est fait d'après les lois, d'après les règles. Et bien souvent, c'est là qu'on a toujours quelques désaccords avec les consommateurs, parce que tout le temps, je trouve que si on ne leur donne pas raison, c'est que automatiquement, le régulateur a tort. Mais
là-dessus, on a l'habitude de dire, nous on fait le travail d'après la loi, d'après les règles, et on peut toujours avoir recours à la cour. Mais ce n'est pas que je voudrais que ce soit ainsi, parce qu'après un certain temps, personne ne voudrait prendre quelque chose d'assurance. Maintenant, ce que je voudrais aussi mentionner, que bien souvent on ne parle pas, et je crois que c'est plus à la une, c'est celui des investments. Vous avez vu certains dans les journaux, je ne vais pas faire la publicité pour quoi que ce soit des autres compagnies. La première chose qu'on a toujours mentionné, qu'en premier lieu, ils ne sont pas regulated. Là, je vais saisir l'occasion parce que je joue pour dire que c'est pas qu'on n'est pas concerné, mais si vous regardez bien, le financial services, c'est en premier lieu, est-ce que c'est un service financier? Si vous allez me dire une compagnie qui dit invest in my company, est-ce que c'est un service financier? Ça peut être un advertisement. Et il vous dit, ben, sur quoi vous allez faire? La compagnie va vous dire, je vais investir dans wedding planning. Ben, vous croyez que FSI va regarder, ben, wedding planning, il y a quelqu'un, c'est quelque chose qu'on peut voir partout. Maintenant, on va dire car rentals. Quand vous regardez car rentals, je peux dire, simplement, pour pas le dire passer la balle, allez à l'India, c'est parce que si vous n'avez pas un permis de car rental, vous ne pouvez pas opérer. Il y a d'autres, si vous allez faire du tour operators, le Tourism Authority. Mais simplement pour dire que dans le cadre de la loi, il y a le côté service financier, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que pourquoi c'est très important? Parce que les pouvoirs qu'on va pouvoir imposer, les sanctions qu'on va pouvoir prendre, c'est surtout ceux qui détiennent les permis. J'avais dit que les opérateurs trouvent que la FSI c'est un peu trop dur vis-à-vis d'eux. Parce que les sanctions, les lettres qu'ils reçoivent, que beaucoup de personnes, ils ne vont pas montrer les lettres qu'on les envoie. Hein. Ce matin, je disais, c'est pas un billet dur, c'est un billet, il fallait le voir. Très, très, comme on dit, un peu sec. J'ai l'habitude de dire salutations, kind regards, etc. Mais quand vous allez voir, c'est d'après la loi, strictement en regardant les normes internationales. Là-dessus, moi, je veux dire que ces normes internationales, c'est très important pour qu'on puisse encourager plus de fonds à venir à Maurice. Et c'est là que moi, j'ai toujours dit, n'importe qui pourrait venir voir les procédures qu'on a à la FSI, ce sera aux mêmes normes que ce soit en Amérique, en Europe, l'Angleterre, France, c'est ce que je connais un peu mieux. Ils ont les mêmes normes, les mêmes pratiques que nous, on a mis en place. L'autre chose aussi que je voudrais mentionner, je parlais de business friendly. Business friendly, ça veut dire qu'on comprend le business, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse passer certaines choses. Parce que si vous allez laisser passer quelque chose, ou bien vous allez être arbitraire, vous ne respectez pas de loi. Après un certain temps, vous n'aurez personne qui voudra opérer dans le secteur. Mais il y a aussi le fait que beaucoup, si vous voulez, maintenant je regrette un peu ces mots, je crois mon ami va dire, à une certaine époque, je crois que c'était l'année dernière, j'avais mentionné, si vous voulez faire quelque chose de mauvais, il vaut mieux ne pas venir à la FSI. Parce que quand je regardais toutes les procédures, moi-même je trouvais que c'était énorme, parce que quand je prenais le travail. Mais, suite à ça, comme bon monde jeune chambre, j'ai appris, quand il n'y a pas de règles, il vaut mieux se baser sur les principes. Et on m'a dit, mais vous savez, à la FSI, on avait décidé que ce soit un preventive model, comment faire, un modèle de prévention, au lieu de ce qui est plus sanctionné. Donc, c'est pourquoi quand je regarde, ça doit être business friendly, comprendre, avant de délivrer un permis, prendre tout son temps. Au lieu de dire, maintenant, vous avez fauté, on va vous donner des sanctions. Ça devient simplement quelque chose qui arrive à la fin. J'avais dit que les personnes qui veulent faire quelque chose de mauvais ne pas venir chercher un permis à la FSI. Et malheureusement, c'est ce que les autres personnes ont fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné de ce qui s'est passé. Parce que si ça va affecter tout le système,
d'une certaine façon, c'est pas, si vous voulez, ça n'a pas tellement affecté, mais il y a toujours le fait qu'on a un peu plus d'appels. Et je suis quelquefois désolé pour les opérateurs parce que les gens maintenant téléphonent. Est-ce que vous avez un permis de la FSC? Tout le monde, on lève. On a même eu quelqu'un qui demande, c'est un agence matrimonial, on a téléphoné, vous avez un permis de la FSC. Tout le monde maintenant demande, c'est bon pour la FSC parce qu'on est devenu une référence. Mais on ne peut pas éternellement continuer, si on veut développer le secteur financier, avoir tout le temps à répondre de ce côté. C'est pourquoi là-dessus, moi je trouve que pourquoi on a laissé passer tout ce qui est arrivé, c'est parce qu'on ne connaît pas suffisamment ses droits, on ne connaît pas suffisamment ses responsabilités, et c'est ce type de débat, ce type de consumer education qui est très important pour pouvoir, si vous voulez, améliorer tout l'environnement et ainsi développer le secteur financier. Je crois que vous allez avoir beaucoup plus de questions à me poser et je vais m'arrêter ainsi parce que mes deux collègues vont parler d'autres choses. Ok, merci. Merci Bérette donc, pour toutes ces clarifications sur le rôle de la FSI et aussi sur ses fonctions. Donc, sans tarder, nous passerons au deuxième intervenant, Herbert Madame Moutou, manager Legal and Compliance du groupe Swan. Bon, lui pourra nous dire si le secteur est ou pas. Donc, à toi, Herbert. Bon après-midi à tous. Je vais vous parler des droits et des devoirs des consommateurs du secteur de l'assurance. Mais ces droits et devoirs des consommateurs du secteur des assurances se retrouvent aussi dans d'autres services financiers. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous donner un aperçu de ce que beaucoup de gens pensent de nous en tant qu'assureurs. Donc, c'est le pape qui est en train de mourir, donc le pape est sur son lit de mort, et sentant sa dernière heure arriver, il fait convoquer un assureur et un banquier parmi les plus renommés de Rome. Dès leur arrivée, on les conduit dans la chambre où repose le pape et on les fait asseoir de chaque côté du lit. Le pape les regarde, sourit, puis regarde le plafond et ne dit rien. L'assureur et le banquier sont touchés que le pape ait pensé à eux à ce moment-là. Mais il semble quand même un petit peu inquiet. Il arrive un moment, ne lui tenant plus, et l'assureur demande au pape, votre sainteté, pourquoi sommes-nous là? Et le pape, rassemblant ses dernières forces, lui répond faiblement, Jésus est mort entre deux voleurs, je voulus faire comme lui. Donc, cette opinion qu'on a des assureurs, que certaines personnes ont des assureurs, en fait, c'est fondé sur une mauvaise perception de la part du consommateur. Cette perception est basée sur un manque de renseignements sur ses droits et ses obligations. Donc, c'est ces droits et ces obligations que nous allons voir par la suite. Je vais parler, comme je vous ai dit, je vais parler des services financiers en matière d'assurance. Donc, je vais parler des polices d'assurance vie, assurance moteur, assurance habitation, les prélogement, etc., qui sont dispensés par les compagnies d'assurance. Mais quand je vais parler de ces droits et ces obligations, ça s'applique à n'importe quel type de service financier. Donc, quels sont ces droits que les consommateurs ont? Le premier droit qu'un consommateur a, c'est le droit d'être protégé. Par exemple, si quelqu'un vient prendre une police d'assurance vie, bien souvent, il y a des informations qu'il nous donne et ces informations sont confidentielles. Par exemple, quelqu'un est atteint d'une maladie quelconque, il vient nous confier cette information-là parce qu'on a besoin de ça, nous, pour émettre la police. Et cette information-là, on est tenu à le garder confidentiel. Donc, d'après le Data Protection Act, on ne peut pas divulguer à des tierces personnes des informations qui nous sont transmises, et quelquefois certaines informations qui sont vraiment assez sensibles
On n'a même pas le droit de le partager avec d'autres employés. Ça, c'est un premier des droits que le consommateur a. Le deuxième droit, la deuxième protection que le consommateur a, c'est à travers le Code civil. Le Code civil, toutes les sections concernant l'assurance sont régies par les articles 1983 et suivants. Et la plupart de ces dispositions sont ce qu'on appelle des dispositions d'ordre public, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être modifiées à la volonté, à la guise des assureurs. Par exemple, demain, si quelqu'un ne paye pas sa prime d'assurance, il y a tout un mécanisme pour pouvoir annuler la police. Il y a des délais qui sont prescrits, il y a une mise en demeure qui est servie à l'assuré, et l'assureur ne peut pas, lui, de son plein gré, venir réduire ces délais-là. Donc il y a d'autres clauses, et la plupart des clauses sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être modifiées pour la seule volonté de l'assureur. On a parlé de small print tout à l'heure, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le Code civil, on vient vous dire toute clause énonçant une nullité ou une déchéance qui figure chez une police d'assurance et qui n'est pas mentionnée en caractère très apparent, n'est pas valable. Donc, s'il y a une nullité ou une déchéance, ça doit apparaître en caractère très apparent sur la police d'assurance. Ça, c'est prévu par l'article 1983-16 du Code civil. Il y a aussi le consommateur protégé, disons, il y a une sécurité financière qui est assurée au consommateur. Par exemple, la section 14 de l'Insurance Act vient dire que l'assureur doit conduire ses affaires de façon à être capable, à n'importe quel moment, de faire face à ses obligations. Et aussi, il est obligé de maintenir une marge de solvabilité telle que prescrite par le régulateur. Donc, il ne peut pas faire n'importe quoi par rapport aux assurances. Pour reprendre un terme qui est utilisé dans le jargon politique, on entend souvent « par moi salissant ». Donc, ici, on ne peut pas dire « par moi salissant ». Donc, si quelque part, l'assureur est responsable des actes ou des engagements pris par une personne agissant en son nom. Par exemple, les agents d'assurance, les 16 personnes, comme on les appelle, ça c'est prévu dans l'Insurance Act. Chaque assureur qui veut émettre une nouvelle police d'assurance vie, il doit avoir l'aval de la FSC avant d'aller de là. Donc ça aussi c'est une protection de l'assuré. Par rapport aux emprunts, le Borrower Protection Act vient de dire que tout créancier doit vérifier à peine de nullité, c'est-à-dire s'il ne fait pas, le contrat est déclaré nul, c'est comme s'il a donné de l'argent en cadeau, doit vérifier à peine de nullité que le débiteur a la faculté de rembourser son emprunt avant de consentir l'emprunt. Donc c'est une obligation qu'il a de sa part. Donc tout ça, et il y a beaucoup d'autres, c'est tellement long que si je parle de tout ça, on risque de rester là jusqu'à demain. Donc il y a beaucoup de clauses dans les différentes lois qui viennent quelque part protéger le consommateur. Et comme je vous dis, ce qui s'applique à l'assurance s'applique aussi à d'autres services financiers. Le deuxième droit que le consommateur a, c'est le droit d'être informé. Le droit d'être informé, c'est twofold comme si. C'est-à-dire, on a, nous en tant qu'assureur, une obligation de renseignement et une obligation de conseil. Pardon, excusez-moi. Une obligation de renseignement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on doit informer le client des caractéristiques du produit ou de la prestation des services. Par exemple, la section 80 de l'Insurance Act vient de dire que toute police d'assurance doit contenir un résumé des caractéristiques principales du produit. Si jamais on émet un résumé qui est faux ou qui est misleading, on est passible d'une amende d'1 million de roupies et d'un emprisonnement de 5 ans. Donc, on est obligé de renseigner le client. Aussi, la section 82 de l'Insurance Act vient vous dire que toute police d'assurance vie qui donne droit à des bonus, ou si vous avez par exemple une police qu'on appelle Unit Link Policy, l'assureur est obligé de vous faire avoir au moins une fois l'an un rapport sur la performance de votre investissement dans de tels produits. Mais au-delà de cette obligation de renseignement, l'assureur a aussi une obligation de conseil. Une obligation de conseil, c'est quoi? C'est-à-dire quand vous allez voir le client, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'il veut exactement.
C'est là, quand vous allez vous proposer, vous essayez de vendre à tout prix le produit que vous avez, vous devez essayer de chercher à savoir ce que le consommateur veut. Maintenant, vous devez le faire savoir. C'est-à-dire, vous devez l'éclairer sur la nature, les risques et la portée des dispositions à prendre ou d'actes à accomplir. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui prend une police d'assurance vie, il veut nommer un bénéficiaire. Mais le simple fait de nommer un bénéficiaire entraîne beaucoup de conséquences que la plupart des gens ne le savent pas. Par exemple, si vous nommez un bénéficiaire, vous avez une police d'assurance, vous me nommez bénéficiaire, demain vous décédez, la somme qui est payée de la police d'assurance ne va pas à vos héritiers, au bien amour. Et on a eu un cas au niveau de nous, de notre assurance, et qui concerne pourtant un de nos agents qui est supposé connaître, un de ces personnes qui est supposé connaître tout ça. Ce qui s'est passé, il a pris une police d'assurance vie. Au moment où il a pris la police d'assurance vie, il était fiancé, enfin sauté avec quelqu'un. Il a nommé la fille bénéficiaire de son assurance. Et puis par la suite, ils se sont séparés, la fille s'est mariée, etc. Et il a oublié de changer de bénéficiaire. Donc au niveau de chez nous, l'ex-fiancé est toujours bénéficiaire. Et après 5 ou 6 ans, il va en Afrique du Sud, il fait un accident de voiture, il décède. Et les parents de l'assuré viennent chez nous, et eux, ils sont dans le besoin. Ce sont des vieilles personnes, le papa avait besoin des sous pour se faire opérer. Mais malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement. Parce que dans le contrat d'assurance, il y avait un bénéficiaire qui avait été nommé, et on était obligé de payer au bénéficiaire. Donc, c'est notre obligation, nous, quand quelqu'un vient nommer un bénéficiaire, de lui dire, voilà, vous nommez un bénéficiaire, c'est bien, mais voilà les conséquences, voilà ce qui risque d'arriver. Est-ce que vous voulez continuer à nommer telle personne bénéficiaire? Donc, quelque part, ça vient aussi. Donc, il faut savoir guider la personne vers ce que la personne veut exactement. Un autre droit que l'assuré, que le consommateur a, c'est le droit de choisir. La section 81 de l'Insurance Act vient vous dire, demain vous allez prendre un emprunt dans une des banques du pays et on vous demande en garantie collatérale de donner une police d'assurance vie. La banque ne peut pas vous imposer un assureur de son choix. Donc il doit vous donner ce libre choix de choisir l'assureur. Vous devez mettre par écrit qu'on vous a donné ce choix-là et que l'assureur que vous avez choisi, c'est vraiment l'assureur que vous avez décidé. Autre droit que vous avez, qui semble logique, mais qui est quand même un droit, c'est le droit de recevoir ce qui vous est dû. Là, je vais vous citer certains articles du Code civil pour vous dire les termes qui sont utilisés. Par exemple, l'article 1983.6 du Code civil vient vous dire l'assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue. 1983.7, l'assurance de dommages garantit l'assuré des conséquences d'un événement pouvant porter atteinte à son patrimoine. Et article 1983.26, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat. De même, la section 84 de l'Insurance Act vient vous dire, si vous n'avez pas réclamé ce qui vous est dû après un délai de 10 ans, la somme qui vous est due est remise au curateur vacant estate qui se charge de le conserver pour vous. Auparavant, c'était régi par les dispositions du Code civil qui vient vous dire qu'il y a une prescription de 5 ans. Si après 5 ans, vous ne venez pas réclamer ce qui vous est dû, l'assureur est en droit de ne pas payer cette somme. Aujourd'hui, après 10 ans, on remet au curateur vacant estate, c'est-à-dire, je pense qu'il va vous demander comment ça va se passer dans la pratique. Il dit l'argent est là. La personne vient après 15-20 ans, le curateur retire l'argent et donne à la personne. Donc, il est sûr, même après les 10 ans, de recouvrer ce qui lui est dû. Vous avez aussi le droit d'être entendu. Le reste a parlé du complaint handling, donc comment nous, quand le client vient et n'est pas satisfait du service ou du produit, donc on doit le recevoir, on doit lui faire savoir que
on a reçu sa complainte dans un délai de 3 jours et on est obligé de lui répondre par écrit dans un délai au plus tard dans un délai de 30 jours, à moins qu'on ne peut pas le faire. Et là, il faut avertir le client pourquoi on ne peut pas le faire dans ces 30 jours. On a aussi le droit, vous avez aussi le droit de résilier un contrat. Vous n'êtes pas obligé de rester à vie dans un contrat ou pendant la durée. On lui donne aussi la possibilité, ce qu'on appelle le cooling off, dans le jargon, c'est-à-dire que tout assuré peut demander la résiliation de son contrat, de sa police d'assurance, et le remboursement de la prime payée dans le mois qui suit l'émission de sa police d'assurance. C'est-à-dire si demain, peut-être le terme est bon, c'est-à-dire cooling off, demain vous êtes super excité de prendre une police d'assurance, on est venu vous parler, et puis dès que l'argent est parti, dès que vous avez signé les papiers, que vous vous asseyez, puis finalement vous réalisez que peut-être j'ai d'autres priorités, etc. Donc je cool off et je décide, je dis non, c'est peut-être pas le moment. Donc vous avez la possibilité de demander l'annulation de votre police et nous on doit vous retourner la prime qui a été payée, mais ça doit se faire dans le mois qui suit l'émission de la police. Un autre droit que vous avez et qui semble logique, donc c'est le droit d'être traité avec respect. Donc demain, si vous venez dans n'importe quelle compagnie, et on doit pouvoir recevoir comme un client et comme ça, comme il se doit. Donc voilà, en gros, les différents droits que le consommateur a par rapport aux assurances et par rapport aux services financiers en général. Maintenant, l'opinion que certains ont de nous découle du fait que beaucoup de consommateurs ont la perception qu'ils n'ont que des droits. Donc pour eux, ils n'ont que des droits et ils n'ont pas des devoirs. Et au fait, un consommateur n'a pas uniquement que des droits, il a aussi des obligations. Et c'est ces obligations que nous allons voir maintenant. Oui, non, je termine. T'en fais pas. Ouais. Donc, les devoirs qu'il a, c'est, par exemple, comme il a le droit d'être traité avec respect, donc il a le devoir de traiter les personnes avec qui il deal avec respect, ne pas venir hurler, crier après les gens, parce que il faut respecter les gens comme les gens font. La deuxième chose, le deuxième devoir, c'est le devoir d'être honnête. Le devoir d'être honnête, c'est quoi? Un des principes fondamentaux de l'assurance, c'est le principe de not most good faith. C'est-à-dire que, dans tout contrat d'assurance, les déclarations faites par l'assuré sont déterminantes pour l'assureur afin qu'il évalue le risque et la prime correspondante. Si jamais les renseignements que vous donnez sont inexacts, les sanctions contre l'assuré peuvent être lourdes, notamment s'il s'agit d'une fausse déclaration intentionnelle, pouvant même entraîner la nullité du contrat. Donc il faut faire bien attention qu'on est en train de donner les renseignements qu'il faut. Si de même, si l'assuré vous a déjà payé et qu'on découvre par la suite que quelque part vous n'avez pas été honnête, vous avez été malhonnête, l'assureur est en droit de demander à ce que vous remboursiez ce qui a été déjà payé. Ça c'est prévu par le code civil. Un devoir que l'assuré a, que le consommateur a, c'est le devoir de se renseigner sur un produit ou service. Ouais, donc on a tous entendu d'une affaire qui fait grand bruit actuellement et qui a fait de nombreuses personnes voir des points blancs, et on s'est posé la question, on s'est dit mais comment on a pu investir là-dedans, comment la personne a pu faire ça, est-ce qu'ils n'ont pas vu quelque part qu'il y a quelque chose de louche là-dedans? Ouais, c'est votre devoir à vous. Ouais, les choses qui sont trop belles pour être vraies ne sont pas vraies. Si quelque chose est tellement beau, il faut se dire toujours quelque part qu'il y a peut-être quelque chose derrière et de fouiller un peu. Comme Jean de La Fontaine l'a dit, la méfiance est la mère de la sûreté. Il y a eu un arrêt en France, un arrêt de la Cour de cassation, qui est venu dire, écoutez bien, seul un naïf pouvait croire à la conjugaison bienfaisante d'une diminution de prime, près de moitié, et d'une amélioration des garanties. Donc on va vous dire, payez moins, payez la moitié de vos primes, on augmente vos garanties, et la personne a cru ce qui a été dit, et la Cour vient dire, seul un naïf pouvait croire ça. Donc,
autre devoir que vous devez, c'est de respecter les termes et conditions du produit choisi. Par exemple, vous êtes obligé, de par la loi, vous êtes obligé de payer la prime ou la cotisation aux époques convenues. Un autre devoir que le consommateur a, c'est le devoir de fournir des informations fiables en temps voulu. Donc, comme on a vu pour le Borrower Protection Act, c'est que le créancier est obligé de demander certaines informations. Pareil, l'emprunteur est obligé de fournir au créancier toutes les obligations. Il doit communiquer au prêteur toutes les obligations qu'il a contractées ailleurs, ainsi que ses dépenses mensuelles, afin que le prêteur puisse mieux apprécier sa situation financière. De même, l'assuré est obligé de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qu'il connaît, qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge. Donc quand il veut prendre une police d'assurance, il faut dire exactement tout ce que vous connaissez, parce que l'assureur se base dessus pour couvrir et pour la prime. De même, s'il y a eu entre-temps, du moment que la police a été prise, il y a eu une aggravation de certaines circonstances, il faut le faire savoir à l'assureur. Donc, pareil, en France, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui vient vous dire la responsabilité de l'assureur a été écartée quand l'assuré n'a pas porté à la connaissance de l'assureur une information qui lui aurait permis d'offrir les garanties les plus adaptées. Donc ça, ce sont les obligations que le consommateur a. Donc, je termine, j'espère que je suis dans les délais. Donc, comme nous avons pu le constater, une meilleure conscientisation des consommateurs en ce qui concerne ce service financier pourrait éventuellement changer cette opinion et attitude que certains ont par rapport aux assureurs, car après tout, un contrat d'assurance est une police de paix, à condition que l'assuré ait respecté toutes les conditions du contrat en toutes circonstances. Donc j'espère sincèrement, à travers ce bref exposé, avoir quelque peu changé l'opinion que peut-être vous avez par rapport aux assureurs. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et maintenant je passe la parole à Sharon. Donc, eh bien, avec tous ces droits, tu nous as pas dit si c'est over-regulated ou pas. Beaucoup de droits. Bon, ok, donc merci eh bien, pour ton intervention. Donc, maintenant, on arrive à la troisième intervenante, Sharona Rambokos, fund manager chez iFlow Fund Management, mais aussi, tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner, vice-président de la société CFA. Vous savez, c'est quoi CFA? Chartered Financial Analyst. Donc, à toi, Sharon. Ok, donc, bonjour tout le monde. Je vais d'abord commencer par les droits des consommateurs et je vais ensuite m'attarder un peu plus sur les devoirs de ces mêmes consommateurs. Donc, déjà, un consommateur, quand il engage les services financiers d'un organisme ou d'un conseiller financier, il a accès à certains droits. Et je vais nommer ces droits en 10 points. Donc, le premier droit auquel il doit s'assurer qu'il a accès, c'est il faut les déterminer. S'il vous plaît, il faut que l'approche soit une approche honnête, éthique et qui respecte les différentes lois en vigueur. En deux, il faut que le conseil auquel il a droit soit un conseil qui est indépendant, objectif et fondé sur des analyses approfondies. 3. Il faut que les intérêts du consommateur passent impérativement avant ceux de l'organisme ou du conseiller financier. 4. Il faut que le consommateur soit traité d'une façon égale. Peu importe le patrimoine, c'est-à-dire le montant qui est investi, tous les consommateurs ont les mêmes droits et doivent être traités de façon fair et équitable.
5, il faut que l'organisme ou le conseiller financier auquel le consommateur a accès lui fait part des conflits d'intérêts existants ou potentiels si jamais il consomme tel ou tel service financier. Et en 6, il faut bien qu'on comprenne la situation financière qui est unique au consommateur. Il ne faut pas généraliser l'approche, mais il faut que cette approche soit unique en prenant en compte la situation financière globale du consommateur. 7, il faut que la communication qui se passe entre l'organisme et le consommateur soit claire, précise, soit comprise par le consommateur et que cela se fasse dans des délais qui sont raisonnables et acceptables. En 8, il faut bien que le consommateur soit au courant de tous les frais associés. Souvent, disons en exemple, quand on va investir dans un fonds quelconque, on s'attarde uniquement sur le management fee. Il faut regarder le total expense ratio qui comprend le management fee, les admin fees, les custodian fees et autres frais annexes. Donc il faut demander à l'organisme quels sont les frais totaux auxquels le consommateur aurait à dépenser. En 9, il faut s'assurer que les informations que vous êtes en train de communiquer soient traitées d'une façon confidentielle. C'est très important. Et en 10, il faut qu'un dossier unique soit monté à votre nom et que vous ayez accès à ce dossier à n'importe quel moment. Donc, rapidement, les 10 droits auxquels un consommateur a droit. Je vais ensuite passer aux devoirs. Donc, souvent, quand un consommateur décide de consommer des services financiers, il ne sait pas où commencer. Et avant même d'investir ou de consommer des services financiers, il faut prendre du temps pour essayer de comprendre quels sont mes objectifs financiers, quel taux de croissance j'ai besoin chaque année, quel retour sur mes investissements j'ai besoin pour atteindre ces objectifs. C'est quoi un risque pour moi? Quelle est ma tolérance au risque? Comment est-ce que je définis un risque et quel risque est-ce que je suis prêt à prendre? Quand est-ce que j'aurai besoin de cet argent? Est-ce que c'est là tout de suite, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Dépendant du délai dans lequel j'aurai besoin de l'argent, la stratégie financière va être différente. Et finalement, il faut bien comprendre quelles sont les entrées et les sorties d'argent. Est-ce que le consommateur va bénéficier d'un héritage quelconque qui va venir gonfler son patrimoine et comment il va réinvestir cet argent? Donc, il y a des questions préalables à se poser et une fois que ce travail est fait, c'est là que le consommateur doit se poser 2 autres questions. Est-ce que, 1, j'ai besoin des services d'un conseiller financier ou d'un organisme financier, ou 2, est-ce que j'ai les compétences et surtout le temps de m'occuper moi-même de mon patrimoine? Donc c'est 2 volets complètement différents. Et je vais d'abord vous parler du volet où effectivement le client réalise qu'il n'a pas le temps et les compétences de s'occuper lui-même de ses investissements et il a droit il fait appel à un conseiller financier. Et dans ce cas de figure, quand il travaille avec un investment advisor, un conseiller financier, il y a des règles à établir. Donc, en 1, il faut que le consommateur il va à la rencontre du conseiller financier, ils se mettent d'accord sur la procédure et que le consommateur demande au conseiller financier à quelle fréquence une communication aura lieu entre le consommateur et le conseiller.
Est-ce que je vais travailler uniquement avec vous, conseiller financier, ou d'autres personnes dans votre équipe? À quelle fréquence je vais recevoir des valuation reports, des portfolio valuation reports? À quelle fréquence est-ce que vous allez me parler de ma performance? Et il faut aussi que vous soyez clair sur comment est-ce que vous souhaiterez que ce portefeuille soit géré. Il faut se mettre d'accord sur le investment strategy, le investment style, parce que dépendant de vos objectifs, de votre tolérance au risque, le investment strategy va être différent. Chaque personne a une situation unique et donc une stratégie unique. Il ne faut pas avoir une stratégie généralisée. Et en établissant tout ça, donc mes objectifs, ma tolérance au risque et la stratégie d'investissement qu'on va adopter, comment est-ce que vous, conseiller financier, vous allez m'aider à atteindre ces objectifs? À quoi est-ce que mon portefeuille va ressembler? Est-ce que, encore une fois, ça va être un portefeuille unique ou vous allez avoir le même portefeuille que tous les autres clients de la firme? Donc il faut bien s'assurer que le conseiller financier travaille dans votre intérêt en prenant en considération votre situation financière qui est unique. Et pour mesurer l'évolution de votre patrimoine, la performance, à quelle fréquence est-ce que je vais recevoir des rapports sur la performance, l'évolution de mon portefeuille, un portfolio valuation report? Est-ce que ça va être présenté d'une façon où c'est incluant la taxe, excluant la taxe, incluant les frais, excluant les frais? Donc tout ça, c'est des questions importantes à se poser. A priori, c'est mieux d'avoir after tax, after net of fees. Et c'est net of fees, net of tax performance qui donne une vraie indication du retour sur investissement que vous avez pu bénéficier. Et souvent, quand on compare la performance de votre portefeuille, il faut souvent demander un benchmark. C'est quoi un benchmark? Souvent c'est un taux d'épargne classique ou sinon le SAMTRI. Le SAMTRI qui est l'indice qui est listé en bourse. Donc votre performance doit être comparée au SAMTRI, parce que le SAMTRI c'est l'équivalent des actions qui sont listées en bourse et c'est un bon indicateur pour mesurer la performance de votre patrimoine. Et aussi, quand vous travaillez avec un conseiller financier, il est important de faire part de tout son patrimoine. Même si vous avez une maison, un terrain, de l'argent en banque, il faut regarder le patrimoine dans sa globalité, pas uniquement les fonds que vous allez mettre de côté avec le conseiller financier. Et finalement, je dirais qu'il faut s'assurer que vous travaillez, que vos assets sont avec un custodian. C'est quoi un custodian? C'est quelqu'un qui va garder vos actifs. Et quand vous avez un investment advisor et à côté un custodian, vous pouvez avoir deux rapports indépendants pour pouvoir s'assurer que les deux sont équivalents. Et parce que finalement, c'est votre argent, c'est votre responsabilité. C'est bon d'avoir un conseiller financier, mais la responsabilité finale vous revient. Donc il faut bien faire des checks indépendants, s'assurer que les deux rapports sont équivalents. Et c'est la meilleure façon d'ailleurs de se protéger des fraudes éventuelles. Parce que vous avez un œil indépendant sur votre patrimoine. Donc là, j'ai défini en gros les devoirs que vous devez exiger quand vous travaillez avec un conseiller financier ou un organisme qui procure des services financiers. Je vais ensuite vous parler de vos devoirs si jamais vous choisissez l'option d'investir vous-même votre argent. Quand vous investissez vous-même votre argent, il est important, comme j'ai dit plus tôt, c'est pas uniquement d'avoir les compétences,
mais essentiellement le temps. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont les compétences, mais si on n'a pas le temps derrière pour suivre les investissements de façon régulière, systématique, souvent on voit que le portefeuille fait moins bien que ce qu'il devrait faire et qu'il n'y a pas d'ajustement au cours de l'année ou quand il y a des éléments nouveaux. Donc si vous allez gérer vous-même votre patrimoine, il faut d'abord que vous sachiez que vous avez le droit de dire non. Souvent, on va vous approcher, telle personne va venir vous voir, on va vous présenter tel produit qui est bien emballé, bien présenté, mais si jamais vous sentez que l'investissement does not make sense et vous n'êtes pas à l'aise d'investir, vous avez ce droit de dire non, je ne vais pas acheter vos produits, je ne vais pas investir avec telle ou telle compagnie. Donc ça, c'est votre premier devoir, la possibilité de dire non si un produit ne vous semble pas raisonnable, correct. Donc le droit de dire non en premier. En deux, il faut que quand vous investissiez, le niveau de risque vous semble raisonnable, correct, que vous êtes à l'aise à prendre un risque. Parce que souvent, des investissements, ce n'est pas uniquement des retours, mais un risque derrière. Il faut que vous établissiez, dans le langage financier, ça s'appelle un stop loss. Donc, de vous dire, par exemple, si jamais mon portefeuille perd plus de 10%, I cut my losses, je m'arrête. Parce que je ne suis pas confortable à perdre plus de 10%. Donc, il faut bien établir sa tolérance au risque et s'assurer qu'on est en train de respecter cette tolérance au risque. Parce que vu qu'on va faire nous-mêmes l'investissement, on va faire nous-mêmes le travail, quelquefois on va devenir émotionnel et on ne va pas pouvoir s'arrêter quand le portefeuille baisse en valeur. Donc il faut bien définir sa tolérance au risque. En trois, il faut que quand quelqu'un vienne vous voir et vous vendre des produits financiers, il faut que vous fassiez un background check sur cette personne, sur l'organisme, et que vous lui demandez, est-ce que vous avez des comptes qui sont publiés? Est-ce que vous avez des auditeurs qui sont en train d'auditer vos comptes? Est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous êtes enregistré auprès de la FSI ou la Banque de Maurice ou autre? Et vous faire vraiment un background check, ne pas investir avec la première venue. Donc c'est votre devoir de faire ce background check. Parce qu'après, ça va être trop facile de blâmer X, Y ou Z. C'est votre devoir de faire ce background check. Et en 4, souvent, quand vous allez investir dans les produits financiers, moi je conseille souvent de regarder la performance passée. C'est vrai que la performance historique n'est pas une garantie de performance future, mais ça donne quand même une indication de la volatilité, de comment est-ce qu'un fonds ou un produit a performé dans le passé. C'est une très bonne indication du risque de la volatilité et du type de retour auquel vous pouvez espérer. Donc faire un background check et ensuite regarder l'historique en termes de performance. Aussi, souvent quand les personnes vont venir vous voir, ils vont uniquement vous parler des high returns, vous allez avoir des produits qui vont high yield guaranteed fund. Donc il ne faut pas se fier au titre, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce que souvent les titres reflètent très mal ce qu'il y a à l'intérieur. Quelque chose qui est guaranteed dans le titre peut ne pas l'être complètement garanti dans les underlyings à l'intérieur. Donc il ne faut pas être fasciné ou impressionné par des titres. Il faut faire très attention de quoi est constitué spécifiquement ce produit financier. Et il faut comprendre la motivation des salesmen. Est-ce qu'un salesman est en train de vous vendre un produit parce que ce produit est adapté à vos besoins,
ou est en train de vendre un produit sur lequel il va toucher des commissions intéressantes. Il faut bien comprendre la motivation du salesman. Il ne faut pas uniquement acheter un produit pour plaire à quelqu'un, mais acheter un produit qui correspond à vos besoins. Donc comprendre la motivation du salesman. Et en 7, il faut comprendre qu'il n'y a aucun investissement qui ne fait qu'augmenter. Les investissements, les produits financiers ou les produits qui sont cotés en bourse, les actions qui sont cotées en bourse, il y a des hausses et il y a des baisses. Ça s'appelle la volatilité. Les produits. Quand quelqu'un vient vous voir et vous propose des produits qui ne font qu'augmenter, ça n'existe pas. Donc il faut faire très attention parce que les produits, souvent les produits financiers cotés en bourse, actions et autres, ce sont des produits qui sont volatiles, hausse et baisse. Et c'est pour cela qu'il faut se diversifier. Donc diversification, c'est très important. Il ne faut pas mettre plus de 5%. Prenez ce 5% comme règle générale, pas plus de 5% de mon portefeuille dans un seul produit ou dans une seule compagnie. 5%, c'est la règle à respecter at any point in time. Parce que c'est très important de se diversifier. Parce que disons, allez, on va prendre un exemple où demain vous mettiez 5% de votre portefeuille dans un produit frauduleux. Par la suite, même si on découvre que ce produit était fraudulent, si c'est 5% de votre portefeuille, ça va encore. Ce n'est pas 100% de votre patrimoine. Il ne faut pas se laisser tenter. Avoir cette règle stricte de 5% tout le temps, tout le temps, tout le temps. Se diversifier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en 8, il faut comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de votre portefeuille. Encore une fois, ne pas se fier au titre, ne pas se fier à la compagnie, au retour, mais ce qu'il y a à l'intérieur de votre portefeuille. C'est votre responsabilité. C'est votre argent et votre futur. Donc, comprendre spécifiquement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un produit. De quoi est fait ce produit financier. Et finalement, je dirais, il faut bien comprendre entre le produit dont vous avez réellement besoin et le produit que vous aimeriez avoir. C'est deux choses complètement différentes. J'aimerais avoir un produit qui me rapporte 10% tous les mois, mais c'est peut-être un produit qui n'est pas légal, et c'est peut-être un produit qui n'est pas approprié pour atteindre mes objectifs. Donc il faut faire très attention entre les produits dont vous avez besoin et ceux dont vous aimeriez avoir. Et finalement, pour revenir sur la question des coûts et frais financiers, il faut tout le temps poser la question sur les coûts. Quand vous prenez une police d'assurance, jamais on va vous parler des commissions que perçoit l'assurance, que les frais que vous êtes en train de payer. Il faut tout le temps poser la question, quels sont les coûts auxquels quels sont les coûts que je vais devoir payer. Le total cost. Ne me donnez pas uniquement ma prime que je paye. Donc quand vous prenez une police d'assurance, vous payez une prime, allez, je vais dire de 1000 roupies par mois. Mais de ces 1000 roupies, combien est investi et combien part pour rémunérer le vendeur. Donc les coûts, ce sont très importants. Il faut s'attarder sur les coûts. Parce que souvent, jamais, quand vous prenez une police d'assurance, les 1000 roupies que vous mettez tous les mois, ça ne va pas dans votre portefeuille. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le réalisent pas parce qu'ils demandent. Jamais ils posent la question sur les coûts. Les coûts, c'est très important. Souvent, quand vous investissez en bourse, dans un fonds quelconque, il y a des entry fees, exit fees. Souvent, les gens sont emballés d'investir, jamais ils regardent les exit fees. Et souvent, vous pouvez devoir payer 5% de exit fees, 5% de entry fees. Donc, si vous avez 1000 roupies, vous payez 5% de entry fees. Déjà, vous vous retrouvez avec 950 roupies. Et si sur ces 950 roupies, vous payez encore d'autres admin fees, management fees, custodian fees et des exit fees, donc il faut faire très attention aux fees. Ok, j'ai fini. Merci.
Merci, Chandra. Visiblement, ceux qui ont investi dans les positifs n'ont pas suivi tes recommandations. Je ne crois pas qu'ils ont reçu des valuation reports, des performance reports, tout ça. Mais c'est bien quand même de nous indiquer ce à quoi quelqu'un qui investit dans un côté d'investissement doit s'attendre. Je rappelle que iPro Fund Management est une société d'investissement. Ok, donc nous avons 20 minutes pour les questions-réponses. Et donc, le micro-baladeur, avec qui? D'accord. Ok, questions? Il y a des questions. Personne a question? Oui. Question? Oui. Bonsoir et merci pour toutes les explications. J'avais juste une petite question technique par rapport aux assureurs justement. Est-ce que pour les rares fois que j'ai eu l'occasion d'avoir les contrats, est-ce qu'on propose aussi au début des contrats soit en créole ou en français? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qu'on peut demander pour que ça soit plus accessible? Parce que je me dis que aujourd'hui en Maurice, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont de l'argent et qui se disent peut-être que j'ai pas droit à assurance vie ou assurance, etc. Et c'est peut-être aussi un marché pour les assureurs si c'était aussi accessible dès le départ. Enfin, c'est juste pour ouvrir une question. Merci. Obligation à ce que les assurances soient, l'obligation légale à ce que les assurances soient rédigées dans une langue précise. Les assurances ont de tout temps été rédigées en anglais, donc on a continué dessus. Demain, on peut faire une assurance en français ou une assurance en créole, mais allons dire demain, si on fait une assurance en créole, est-ce que vraiment on parle le créole, mais est-ce qu'on comprend le créole? Est-ce qu'on peut lire le créole? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Mais quelle que soit la langue dans laquelle l'assurance est écrite, on a une obligation, nous, de venir expliquer aux consommateurs le contenu de l'assurance, de la police d'assurance. Par exemple, une assurance se fait en anglais et la personne qui reçoit l'assurance ne comprend pas l'anglais, donc on est obligé de venir lui expliquer, voilà, votre police d'assurance dit ça, 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 et s'assurer que vraiment la personne est consciente de ce à quoi elle s'engage comme ça. J'espère que ça répond à votre question. Non, il y a une obligation légale de Paul Insurance Act à vous faire un résumé de la police d'assurance qui vient reprendre les caractéristiques essentielles de la police. Donc ce à quoi vous êtes engagé, quelles sont les prestations, qu'est-ce que vous allez recevoir, etc. Donc il y a un résumé qui vient en quelque sorte vous dire voilà ce dont la police contient. Donc là, en lisant le résumé, vous avez un aperçu de ce que la police contient. Maintenant, pour avoir plus de détails, il vous faut automatiquement lire la police. Je comprends que ça peut être long à lire, mais si tous les jours vous lisez un petit peu, donc dans pas longtemps vous allez arriver au bout. Ok. Autre question? Oui, derrière. Bonjour à tous. Moi j'ai une question à titre personnel, surtout au contrat d'assurance et surtout pour les assurances médicales. Voilà, et je voulais voir comment ça se passe, qu'on a le droit de savoir ou pas, surtout au niveau de dermatologue. Donc on peut faire une consultation et tout, on a une ordonnance. Et l'assurance, on ne rembourse pas, on dit que c'est des trucs cosmétiques. Mais pourtant on était chez le médecin et là je vais voir comment ça se passe, c'est une question. Comment eux ils jugent si c'est cosmétique ou médical?
Et excusez-moi, moi je ne pourrais pas vous répondre, c'est assez technique. Ça, il faudra que ce soit quelqu'un qui soit dans le domaine. Il faudra savoir exactement ce pourquoi vous avez consulté un dermatologue. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que pour des raisons anodines autres? À ce moment-là, ça peut être considéré comme cosmétique ou pas. Et là, comme ça, je peux pas vous répondre. C'est pourquoi il était important de bien, quand vous prenez une assurance santé, de bien savoir qu'est-ce qu'il contient cette assurance-là, qu'est-ce qu'il couvre. Généralement, c'est des termes techniques, médicaux, je ne crois pas que tout le monde... C'est pour ça qu'on demande, et bien souvent, comme on a vu, et votre devoir, comme c'est le devoir de chacun, c'est de poser des questions. Ouais, c'est votre droit, ça. Vous avez le droit de poser des questions et nous, on est obligé de vous répondre. Donc, vous venez poser des questions. Est-ce que, par exemple, vous savez, vous êtes sujet à telle maladie ou tel problème? Est-ce que l'assurance prend en charge ce type de problème? Est-ce que c'est couvert? Donc, vous posez des questions et à ce moment-là, vous savez vraiment dans quoi vous vous engagez comme si. Je vous en prie. Ok. Question? Oui, monsieur. Allez, monsieur Dina, et puis monsieur de l'ambassade de Chine à Maurice. Pour les conseils aux investisseurs, je crois comprendre qu'actuellement en Angleterre, ils sont allés à un point où ils disent qu'il faut faire bien attention aux conflits d'intérêts. Vous avez mentionné les conflits d'intérêts. Je crois qu'ils sont quand même au point maintenant où il faut que le conseiller prouve par toutes sortes de moyens qu'il est indépendant. Je ne crois pas qu'on en soit là à Maurice. Je voulais un petit peu savoir qu'est-ce qu'on pense à la FSI, par exemple, sur ces questions des investisseurs, des conseillers, tout à fait, vraiment démontrant qu'ils sont indépendants. Oui, oui. Est-ce qu'ils sont rares? Où il y en a plein. Mais je peux dire que, disons que quand on voit là, la question n'a pas été soulevée, mais moi je regarde ce qui se passe à l'île Maurice, j'ai toujours entendu parler de conflit d'intérêts, indépendance. On est en train de prendre en considération, comme on est en train de dire, c'est pourquoi à la FSI on a mis un policy unit pour regarder tout ce qui se passe dans toutes les autres juridictions, faire une étude et pour voir comment on va déterminer quand il y a un conflit of interest. Et ce qu'on a pu voir aussi dans plusieurs étapes, on ne va pas le faire du jour au lendemain changer, parce que je crois que peut-être on va se retrouver avec une industrie qu'on ne comprend pas. La chose qu'on est en train de voir, c'est que, et on a trouvé, disons d'après certaines étapes, que au niveau des renseignements et au niveau des compétences, ça c'est en premier lieu ce qu'on est en train de venir. En deuxième lieu, on est en train de travailler avec le CFA pour dire peut-être il faudra commencer avec un code of conduct. Il y a certaines qui appartiennent à des associations professionnelles, ils ont déjà un code of conduct. Mais il faut que ça s'applique partout, généralement, à tous les autres intermédiaires, tous ceux qui offrent ce produit. Donc là, en ce moment, on est en train de travailler en premier lieu sur les compétences qu'il faut que toutes ces personnes ont pour pouvoir donner les bons renseignements et s'assurer que le consommateur comprenne. Comme on a mentionné, le côté anglais, français, créole, nous on l'a trouvé, parce que même pour le régulateur, on trouve beaucoup plus facilement à comprendre les lois, ce qu'on est en train de faire, parce que même au niveau des organismes internationaux, c'est l'anglais qui prime dans tous les débats. Mais l'autre chose qu'on peut toujours donner, les résumés, les summaries, je suis en train de parler de summaries, et les explications se feront en français ou en créole. Ça c'est un peu plus la méthode mauricienne. Dire il y a la base et l'autre. Mais pour répondre à la question, on est en train de travailler sur les compétences et en deuxième lieu sur les code of conduct pour tous ceux qui sont en train d'offrir des services dans le secteur financier non bancaire. Ok, oui. Bonjour tout le monde, je m'appelle Zhang Yideng, je suis de l'ambassade de Chine et voilà, je suis très content d'avoir reçu l'invitation et je m'excuse pour ce retard à cause du travail et puis
En fait, actuellement, voilà, le service financier intéresse à tout le monde et moi, je suis personnellement client de l'assurance Swan et voilà pour mon assurance de voiture, donc tout se passe très bien actuellement. Et en fait, ma question est que voilà, actuellement, à cause de l'affaire Ponzi Scheme, en fait, en quelque sorte, la réputation de Maurice au niveau de services financiers a été touchée. Mais personnellement, je pense que voilà, peut-être dans n'importe quelle économie, voilà, on peut rencontrer ce genre de problème. Au niveau de consommateur, on doit être plus prudent à chaque fois qu'on a décidé de miser sur n'importe quel produit. Mais ma question est que peut-être au niveau de l'institution ou bien des autorités, est-ce qu'on a encore quelque chose à faire pour mieux voilà, donner des renseignements aux consommateurs ou bien au niveau institutionnel? On peut, voilà, par des réformes des organisations, on peut mieux s'assurer que l'environnement soit plus propice pour le développement du service financier. Donc votre question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus pour protéger les consommateurs et pour que, disons, ce qu'on voit, les fraudes risquées ne se reproduisent pas avec nous? Oui. Je trouve comme les débats qu'on a en ce moment, c'est qu'on parle de l'éducation de tous les consommateurs. Ils doivent savoir leurs droits et leurs devoirs. Et aussi mieux comprendre quel est le produit qu'on est en train d'acheter, quel est le service qu'on est en train d'acheter. Si c'est trop complexe, il faut mieux demander conseil, demander à quelqu'un qui explique. On a aussi parlé, est-ce que ça affecte la réputation de Maurice? Je ne vais pas parler de chiffres statistiques parce que je trouve que même si une personne a été damnée, c'est un de trop. Ça c'est la chose et c'est malheureux que c'est arrivé. Je ne vais pas me consoler en disant que ça a pris seulement, disons, pas beaucoup d'années comme d'autres. Par exemple, quand on parle de Madoff, 28 ans, etc. Là aussi, trop, il ne faut pas comparer pour dire, bon, parce que là-bas, ça est arrivé, ça a pris 28 ans, nous on a découvert dans un tel année, on se réconforte avec cela. Moi, je trouve que ce n'est pas acceptable, il ne faut pas laisser le faire, et je crois que l'on est tous d'accord, et je vois aussi que pas mal de consommateurs, pas mal de personnes, eux aussi, s'ils ont été pris dans la trappe qu'on peut dire, ils sont maintenant plus conscients et je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut mettre en place toutes les structures pour empêcher que ça n'arrive encore une fois. On a pas mal de pistes, on est en train de regarder comment ça s'est passé, il y a en Angleterre, dans tous les pays, je crois même en Chine aussi c'est arrivé, c'est de dire que ceux qui ont commis ces fraudes, ils doivent être punis. Il faut s'assurer que tout le monde collabore, qu'il y a suffisamment de preuves. Eux aussi, ils ont des droits. Ils ont des droits de partir en cours et il faudra que la police et le prosécuteur va prouver qu'ils sont coupables. Mais de l'autre côté, pour empêcher, je ne pense pas que c'est de dire que notre loi n'est pas bonne, mais l'application, c'est d'être un peu plus du côté de réactivité. Il y a une chose que bien souvent pour le régulateur, nous on a parlé de la méthode préventive, là il faudra aller un peu plus. C'est comme si vous êtes en train de prendre, peut-être mettre une petite unité qui va au-delà, plus à l'écoute de ce qui se passe dans le pays. On a bien tendance à plutôt surveiller ceux qui sont venus, qui ont une licence, mais peut-être il faudra aussi considérer ceux qui ne sont pas en train de venir chercher et avoir la collaboration de toute la population. S'ils trouvent qu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils nous disent. De ce côté, on pense aussi à tout le côté informatique. Cela demande plus d'investissement. Toutes les mots, toutes les choses, il y a des côtés, si vous voulez, on est en train de regarder avec les autres pays. Tout est, comme on dit, recorded, computerized, pour qu'on puisse s'assurer que si quelque chose continue à revenir sur le tapis, qu'on ait plus d'intelligence information pour prendre des actions.
Donc moi je pense que parce que c'est arrivé, il faut agir beaucoup plus vite. Et si on regarde un peu ce qui se passe, de plus en plus l'information passe beaucoup plus vite. Il faut aussi s'assurer que, j'ai vu d'autres, en Europe, ils sont en train de mettre des alertes pour dire que maintenant ça passe transfrontalière avec le côté Internet, ils n'ont même pas le temps de réagir, il y a d'autres choses qui sont en train de passer. Je crois que la meilleure façon, c'est de s'assurer que le consommateur se protège et protège les autres consommateurs. C'est ainsi qu'on pourra éradiquer ce type de fléau et l'empêcher de réapparaître. J'aimerais juste compléter la réponse de Clairette, c'est que je pense qu'à Maurice, il n'y a pas une culture d'investissement. Les gens ne comprennent pas ce que c'est l'investissement et les risques associés. Donc il faudrait peut-être créer un organisme qui n'est pas régulateur, mais qui va aller plus loin pour éduquer les gens sur l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui a 30 ans et qui n'investit pas à arriver à 60 ans, 65 ans, va se retrouver avec un déficit. L'argent qu'il va percevoir à 60 ans ne va pas suffire pour couvrir ses besoins. Donc il faut commencer à investir dès aujourd'hui. Et pour que les jeunes et moins jeunes investissent, il faut qu'il y ait une culture d'investissement, une éducation qui soit faite, et il faut créer un organisme qui soit responsable pour effectivement éduquer la population, une population générale sur comment investir, quelles sont les étapes à suivre, et ensuite derrière il y a le régulateur. Mais ce n'est pas le régulateur qui va devoir éduquer la population. Donc créer un organisme pour éduquer, pour répandre cette culture d'investissement dans le public général. Merci. Oui, vous voulez ajouter? Merci. Rapidement? Oui. Oui, merci mesdames pour l'explication. Et en fait, je voudrais ajouter que nous sommes en train d'encourager les investisseurs chinois à investir à Maurice. On dit souvent que voilà, l'environnement d'investissement à Maurice est très propice pour les investisseurs. Et puis voilà, je pense et puis tout à l'heure on a mentionné les conseils. Si on a la connexion est limitée pour créer un organisme d'enseignement, peut-être pour les régulateurs actuels, on peut sortir un manuel comme ça pour les consommateurs locaux et les consommateurs internationaux. Mais il ne faut pas confondre investissement en tant que placement financier et investissement en tant qu'investissement dans un fonds d'investissement direct étranger, investir dans une usine, créer une entreprise, ça c'est autre chose. Hein? Là, je crois dont il s'agit ce soir, c'est le placement financier. On dit ça investissement, mais on peut appeler ça aussi épargne. Bon, les Mauriciens n'ont pas une culture d'investissement, mais ils ont une culture de déposant. C'est-à-dire ils sont des investisseurs passifs. Ils font déposer leur argent et ils restent passifs. On n'a pas une culture d'investisseur actif. Je suis sur son placement, je suis l'évolution de son investissement. Mais certainement, les institutions sont bienvenus à Maurice et ça, on peut faire d'autres forums sur ça, sur l'environnement, d'investir dans les entreprises, tout ça. Là, on parle de placement financier, qui peut-être est différent. Ok? Merci. Merci. Donc, peut-être moi j'ai une question, justement, je crois que Sharona disait que pourquoi pas avoir un organisme à part pour sensibiliser les gens. Bon, on a exprimé l'idée de médiateur, ombudsperson. Est-ce qu'on peut avoir un médiateur des services financiers? D'autant que c'est un peu paradoxal que les complaintes d'un consommateur soient prises en compte par un régulateur, qui en principe doit rester neutre entre le consommateur et le service provider. Je crois que tout le monde voudrait avoir un ombudsperson de services financiers. Mais quels sont les pouvoirs, quelles sont les compétences que la personne doit avoir, quel type de bureau, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais dans tous les débats, ce qu'on a trouvé, c'est que quand on parle d'éducation, connaître un peu plus qu'est-ce qu'il faut investir, ce qu'on a trouvé, qu'il y a ce déficit. Pas pour ceux qui travaillent dans ce secteur. Pour ceux qui travaillent dans ce secteur, ils sont arrivés à un niveau international.
Mais malheureusement, les autres qui ne travaillent pas dans le secteur, il y a un grand déficit. Et à ce niveau, ce n'est pas aux régulateurs d'aller faire l'éducation, d'expliquer, mais ce que nous on a trouvé, c'est que travailler avec tous les autres stakeholders, que je veux parler, que ce soit les gens de parcours, ceux qui travaillent de l'autre côté, que ce soit d'autres qui travaillent dans d'autres secteurs, eh ben, il faudra que ce soit l'île Maurice ou bien un plus grand nombre de personnes, pas seulement ceux qui travaillent dans le secteur financier qu'il faut avoir. L'idée du médiateur, à plusieurs époques, on a trouvé quel sera son rôle. Est-ce qu'il faudra trouver un seul pour tous les secteurs financiers? Il faut trouver la méthode qui sera le plus efficace. On a parlé de l'éducation, on a parlé, est-ce qu'il faut le mettre à l'école, au collège? Chacun de son côté a essayé de faire là-dessus, mais est-ce qu'il faudra que ce soit quelqu'un d'autre? Et il faut admettre qu'on n'a pas toutes les ressources, on n'a pas aussi toutes les capacités pour le faire. Il y a ce manque, mais on est en train toujours d'essayer de trouver quelle est la mesure. Je crois que ça viendra incessamment qu'il y aura un financial services ombudsperson. Bien, voilà une question, peut-être une question de la chose parce qu'on a les nouvelles, oui. Ah, c'est mieux. J'ai une question assez ignorante. Je ne connais pas toutes les législations qui existent, qui peuvent exister. En fait, on a parlé beaucoup pendant le débat d'éduquer le consommateur. Mais est-ce qu'il y a des réglementations qui existent qui font que les institutions financières n'ont pas le droit de, par exemple, vendre des produits trop compliqués aux consommateurs? Je sais que les normes européennes obligent les institutions financières à classifier les clients. Donc, si ce sont des clients, on va dire, ignorants des différents de produits financiers, il y a des gens qui n'ont pas tout ça parce que c'est compliqué les produits financiers. Est-ce qu'on classifie les consommateurs et du coup on empêche la vente de produits trop compliqués à des consommateurs qui ne sont pas au courant de tous ces montages et qui ne pourraient pas en fait décerner l'arnaque, on va dire? Est-ce que ça existe, ça, de classifier des... D'abord, y a-t-il des produits compliqués à Maurice? C'est peut-être la question. Donc, quand on ne comprend pas, ça devient très compliqué. Mais il y a une règle générale. Il y a, disons, de le côté investissement, ça c'est dans la loi, dans les règles, qu'on reconnaît qu'il y a deux types. Il y a le public en général, ça je parle très sommairement, on va regarder, disons, de le côté plan, et il y a ceux qui sont appelés des experts ou professional investors. Donc les règles, les conditions qui s'appliquent ne sont pas les mêmes. Il y a aussi du côté des assureurs la phase explication. C'est de demander, c'est ce concept de matching, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je pense aussi que du côté des investisseurs, il y a ça, c'est général, mais ce n'est pas classifié tel type. Vous êtes catégorisé comme tel consommateur. Il y a cette règle générale. Il faut que celui qui fournit le produit regarde est-ce que this match the needs du consommateur. Mais en général, le côté investissement pour le régulateur, il y a deux types. Ceux qui sont considérés comme experts ou professionnels, où les produits peuvent être plus complexes. Et il y a de l'autre côté ce qui est offert au public. De même, le mécanisme de surveillance, monitoring est plus complexe quand c'est au public. Beaucoup de choses n'ont pas le droit de le faire avant d'avoir le approval du Financial Services Commission. Ok, M. Dien, il y a un petit mot avant pour ça, au bout? Oui, allez, on va dire. Je voulais poser à ce quelles compétences devrait avoir l'ombudsperson? D'abord, je crois que la personne devrait connaître les droits, connaître les finances. On demande beaucoup, là, il faudrait connaître les deux, et aussi parler français. Il me semble qu'on ne peut pas penser que les documents de l'assurance deviennent tout simples. On ne peut pas penser que la personne qui veut investir
pourra elle-même se définir est-ce que je suis expert ou professionnel ou pas. Donc il faut l'aider, il faut l'aider. Et moi, dès longtemps, je plaide pour que l'éducation commence, aux finances commence à l'école. Et je sais que, par exemple, en Grande-Bretagne, l'Institut of Chartered Accountants fait des cours volontairement, je pense, je ne connais pas les détails, donc il y a des professionnels qui aussi donnent leur temps. Peut-être que ça aussi, là, nous avons un petit appel à faire vis-à-vis des professionnels pour aider, mais il est évident que ça doit venir, l'odeur doit venir de la part du gouvernement. Mais demander aux institutions régulatrices, je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit, demander aux institutions régulatrices d'aller aider les investisseurs, ce n'est pas tout à fait leur rôle. Leur rôle, c'est de travailler à un autre niveau, mais il faut qu'il y ait des gens au niveau de ces investisseurs-là, surtout de ceux qui sont les plus démunis, parce que c'est malheureux à dire effectivement nous n'avons pas la culture. Merci, mais en tout cas, nous, à la GCA, on essaye quand même d'éduquer les gens de niveau de manière modeste. Et merci, M. Dinan. Donc, sur ces mots, je conclue le forum. Ce forum parrainé par le groupe SWAN. Et je remercie le comité organisateur, Ameke Sankoura, Vincent Kou, Irshad Wadali et HS Ramdewan pour leur aide, pour faire de ce forum un succès. Merci à nos intervenants, le Retarène et Madame Namoutou et Charles Ramokos pour l'intervention. La GCA vous offre une petite collation et je vous donne rendez-vous le mercredi 19 juin. Mercredi 19 juin. Le prochain thème sera autour du développement immobilier. Y a-t-il vraiment une boule immobilière? Y a-t-il vraiment une crise immobilière à Maurice? Ou en fait, il n'y a pas de crise? La réponse, le 19 juin, vous serez convoqués, vous aurez les convocations. Merci, même bonsoir.